21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, quel plaisir de vous retrouver sur votre tribune panafricaine Ouro Africa. Vous le savez, chaque lundi lorsqu'il est, je l'ai dit, 21h, nous vous faisons l'actualité panafricaine de la semaine et nous questionnons les grands thèmes qui vont interpeller le continent maintenant et peut-être dans les années à venir. Et ce soir, nous nous posons une question. Face à la montée fulgurante des multinationales sur le continent africain, pourquoi est-ce que les capitaux, que dis-je, les entreprises africaines sont à la traîne? On a l'impression justement que les hommes d'affaires et autres capitaines d'industrie n'existent quasiment pas sur le continent, ou alors lorsqu'ils feraient semblant d'exister, ils sont confrontés ou alors tout simplement envoyés vers la portion congrue des parts de marché sur le continent africain. On s'interroge pourquoi cet état de choses alors que l'on voudrait d'une Afrique émergente, d'une Afrique prospère, d'une Afrique dynamique. Lorsque l'on interroge les pays les plus en vue économiquement sur le continent, on va parler ici de l'Afrique du Sud, on parle du Nigeria. Quelle place est-ce qu'ils occupent à l'échelon mondial et qui sont les principaux tenanciers de leurs économies? C'est justement la réflexion qui va nous interpeller ce soir sur l'estrade de World Actu. Sur l'estrade de Ouro Africa. Une fois que je l'ai dit, chers monsieur, chères dames du continent, merci de nous regarder. Je souffle en régie et je reviens tout de suite après. Retour sur le plateau de Ouro Africa, je l'ai dit, nous épiloguons ce soir justement sur la position de l'Afrique et de ses capitaines d'industrie dans le tissu économique local. Je l'ai dit, l'Afrique ne pèse pas grand-chose. L'on se rend compte, bien évidemment, que les multinationales ont pignon sur rue dans nos capitales. Et justement, pour répondre à cette interrogation majeure, lorsque l'on va évoquer les dynamiques de croissance, nous avons sur ce plateau quasiment le 5 entrant, que dis-je, le 5 majeur de Ouro Africa. Je vais commencer par ma droite avec lui, Paul Stéphane Menunga. Il est politologue, il est analyste, il est surtout esprit éveillé et éclairé sur les questions africaines. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment et même aux internautes. Bonsoir à tous les Africains et panafricanistes. Oui. Je vais simplement profiter en 30 secondes, si vous le permettez, de souhaiter joyeux anniversaire à Kapinga, Mouya, Chantal Kabasele qui fête ses 1 an de plus. Yes. C'est pas important. Merci. On va assurer que la personne à qui vous souhaitez joyeux anniversaire sur l'estrade de Ouro Africa soit en direct et qu'elle soit au cœur des questions panafricaines. Merci Paul Stéphane Menunga pour la présence. À ma gauche, lui, il est justement acteur des sciences sociales. Le docteur Jean de Dieu Evouna est parmi nous. Il nous accompagne sur cette réflexion panafricaine. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir M. Mbarga, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de Ouro Africa, un peu partout en Afrique, dans la diaspora africaine. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur pour cette tranche d'antenne
et nous croyons que nous serons à la hauteur des échanges. Merci Jean de Dieu Evouna. Je l'ai dit, vous êtes expert en sciences sociales et justement nous serons au fait de ces réalités qui jouxtent l'économie et la société africaine lorsque justement on interroge les perspectives de croissance. Lui aussi, c'est un habitué et fidèle de Ouro Africa. Docteur Jean-Moïse Mbok, vous êtes avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à vous-même, bonsoir à toutes les équipes d'Info TV. J'ai envie de saluer ici un fidèle téléspectateur qui samedi m'a rencontré à une cérémonie familiale et qui m'a dit « Mais je vous suis souvent à la télé, je suis Stéphane Barga, je suis le travail que vous faites. » Lui, c'est Paul Oriol Zengamba, qui est ancien d'église aujourd'hui, mais ancien commandant de brigade à la retraite. Oui. Il faut dire que quand vous regardez sa carte, c'est assez impressionnant. Premier CAT. On va pas faire sa carte. Premier CAT 3 Armée de Koutaba. Non, juste pour dire. C'est pas le plus important. Si vous regardez, vous dites bonsoir. La minute que vous avez pris, j'aurais pu saluer avec honneur et gloire notre fidèle Zengamba qui nous suit et qui m'a appelé ce matin. Bonsoir, cher René. Et merci pour tous les conseils que vous nous donnez. Bonsoir à l'Afrique. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Jean-Moïse Mbok, d'être présent. Merci pour le bonsoir à l'Afrique. Nous sommes encore une fois de plus ce soir plongés dans ces thématiques-là qui font réagir le continent. Alors, Paul-Stéphane Manunga, je me tourne d'abord vers vous. Je voudrais que vous et nous soyons au même niveau de compréhension. Lorsque l'on parle de croissance sur l'échelon économique, de quoi est-ce qu'on parle ? Pour que ceux qui nous regardent du continent puissent mettre le curseur au bon endroit pour qu'on soit sur au même niveau de compréhension. J'ai envie de dire que quand on parle de croissance, ça dépend. Généralement, c'est sur le PIB, ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Mais il faut savoir que la croissance ne signifie pas forcément développement, parce qu'il peut y avoir croissance sans développement. Oui. Il faut être capable de transformer justement les fruits de la croissance en développement. Et c'est ce qu'on observe généralement dans la plupart des pays africains où il y a une certaine croissance, mais le développement ne suit pas parce que le PIB peut s'accroître, mais on continue à avoir une malgouvernance à cause de la mauvaise redistribution justement de cette croissance-là. Ça veut dire que je prends un exemple. Le Cameroun peut avoir une croissance aujourd'hui de 6%. Oui. Mais on reste toujours dans les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que dans cette croissance, on n'a pas amélioré le mécanisme de redistribution qui va faire que la grande majeure ou la grande partie de la population, par exemple camerounaise, soit impactée par cette croissance-là. Ça veut dire que ce sont toujours les 10% qui gèrent depuis longtemps, qui vont bénéficier de cette croissance. Pourquoi? Parce qu'ils vont construire des duplex, acheter de nouvelles voitures, aller garder notre argent dans les paradis fiscaux, pendant que nous, on va continuer à avoir le même SMIC, les mêmes difficultés dans la vie, le manque d'hôpitaux, le manque d'écoles, le manque de routes. Vous voyez donc qu'il y a croissance, mais en réalité, le développement n'est pas impacté. Donc, il ne faut pas penser que l'augmentation du taux de croissance signifie automatiquement qu'on est dans une situation de développement. On peut avoir un taux de croissance sans véritablement être dans le développement quand les actions et les mécanismes de bonne gouvernance ne suivent pas. Merci Paul-Stéphane Menunga d'avoir planté justement le décor en nous explicitant ce dont on parle lorsque l'on évoque la croissance. Je me tourne vers vous, Jean de Dieu Evouna, véritablement sur le continent, le constat est amer. Les Africains s'interrogent sur qui détient réellement leur économie. Et on se rend compte justement que les multinationales ont pignon sur eux. Je l'ai dit, toutes les grandes entreprises sont quasiment inféodées à ces multinationales. Lorsque l'on interroge les entités patronales, chez nous, il y a quelque temps, on parlait du JICAM, MECAM et autres, on se rend compte que les plus gros fournisseurs, ceux qui parlent très fort, pour parler comme chez nous sur le continent, sont justement des expatriés. Pourquoi cet état de choses, alors que l'on sait que l'ambition africaine est celle d'une expansion à l'international, hors du continent? Pourquoi cet état de choses? Simplement parce que le problème se situe à deux niveaux.
premier point, premier niveau sur le plan exogène, parce que nous avons les multinationales, c'est-à-dire des nations qui ont bâti leur croissance, leur puissance sur une idéologie de gouvernance qui, par exemple, dans le cas de l'Occident, qui est le néolibéralisme, qui est fondé sur l'impérialisme qui est fondé sur l'industrie, c'est-à-dire des patrons d'industrie. Quand je parle d'industrie lourde, parce qu'une industrie lourde. Et ils ont planifié une politique qui vise à ce que la richesse, tant qu'elle est à l'état brut, appartient à celui qui apporte de l'argent. Oui. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Et c'est que les Africains ne comprennent pas. C'est-à-dire, si nous avons de l'or, par exemple, dans ton village, c'est tes terres, c'est pour toi, mais celui qui est détenteur des fonds d'investissement est celui-là même qui est capable de pouvoir permettre à ce que cet or soit produit. Et ils ont donc pris le monopole de contrôler la finance. La finance, ils ont donc mis en place une politique de gouvernance de contrôler la finance mondiale. C'est-à-dire, tant qu'ils tiennent les banques, tant qu'ils tiennent l'argent, ils sont capables de contrôler ces espaces naturels qui détiennent les richesses. Et nous, on peut dire, comme on le dit au quartier, le Cameroun est riche, c'est vrai, l'Afrique est riche, on a tel minerai, mais au regard des choses, nous courons toujours parce que le mal est le suivant, c'est que en Afrique, par exemple, on a rarement des banques d'investissement. Oui. Nous avons beaucoup plus des banques commerciales. Voilà la première chose. La faute à qui? Qu'est-ce qui empêche? Il y a des capitaines d'industrie africains qui se sont aventurés dans le secteur de la finance. Pourquoi est-ce que ça ne décolle pas véritablement? Ça ne décolle pas véritablement. Pourquoi? Alors, minimalement, puisqu'il y a quand même des banques qui essaient de se développer. Nous avons un esprit en interne de Bayam Selam. C'est-à-dire celui-là d'acheter et de revendre le lendemain pour faire le bénéfice à l'immédiat. Lorsqu'on parle d'industrie, on parle de production, on parle de transformation, on parle de chaînes de valeur, de mettre des chaînes de valeur. Donc, c'est une construction, c'est un suivi. Et dans notre conception de faire des affaires, c'est j'achète aujourd'hui, je vends demain, j'ai mon bénéfice. Oui. Ben en finance, ça s'exprime comme ça. Mais puisque nous avons des banques commerciales, ça veut dire que les banques font la concurrence d'avoir tous les fonctionnaires et le plus grand nombre de fonctionnaires comme portefeuille. Comme portefeuille, c'est-à-dire dès que l'argent est à la fin du mois, et il est viré dans telle banque, le fonctionnaire va toucher, et c'est cette concurrence-là. Mais une banque d'investissement, c'est quoi? Et pour maintenant, même quand une banque commerciale porte un projet, tu amènes un projet, on te demande des garanties. Garantie quoi? Titre foncier. Pour d'abord faire le titre foncier au Cameroun, tu fais les mains et les pieds. Et si on annule même le titre foncier, mais ce n'est pas la même chose on voit la valeur. Moi, j'ai quand même porté un projet consistant. On voit la valeur du projet. C'est par rapport à la valeur. Quand je parle de valeur, c'est au processus que suit le projet, que la banque d'investissement s'engage à te financer et assurer même le projet. Parce qu'il y a une question d'assurance, mais où sont nos banques qui peuvent s'engager à assurer un projet, par exemple, agro-industriel, comme celui que j'ai porté? Moi, j'ai porté auprès d'une banque, une filiale américaine, pour un investissement de plus de 150 milliards de francs. Il n'y avait pas de filiale camerounaise qui pouvait épouser... Il y en a, mais... Ou une filiale, une banque sénégalaise ou... Je n'ai pas de titre foncier. Je n'ai pas. J'ai des terres, mais je n'ai pas de titre foncier pour pouvoir engager un tel processus. C'est là où se trouve. Deuxième point, c'est quoi? Comme je parlais d'esprit de Bayam Selam, quelqu'un va chercher l'agrément pour l'importation du riz. Au lieu de chercher l'agrément pour la culture du riz, il va à la banque, il dit à la banque, j'ai mes partenaires en Asie, on envoie 10 conteneurs de riz et la banque donne de l'argent. C'est-à-dire, il nourrit les industriels asiatiques qui, eux, ils cultivent, ils produisent, ils transforment et lui, il va dans une banque commerciale en Afrique, il pose l'agrément que le ministère du Commerce lui a donné, il va et on lui donne de l'argent, et cet argent,
sert à quoi? À aller acheter, à faire de l'importation, et on va le retrouver comme étant un grand membre dans une institution patronale. Oui. C'est-à-dire qu'il est secrétaire général et on l'appelle homme d'affaires, mais tu te poses la question, où sont les industries? Donc, c'est l'esprit de Baye Amselem qui pose un réel problème en interne et qui laisse cette place aux multinationales. Pourquoi? Parce que ces multinationales ont des fonds d'investissement. Ici, en Afrique, il est assez difficile de pouvoir avoir une banque qui s'engage à couvrir ce genre de projets industriels. Merci Jean-Dieu Vouna. Jean-Moïse Mbok. Alors là, on est au cœur d'une réflexion qui interpelle au premier plan le continent. Les multinationales sont présentes, elles ne se cachent pas, elles sont dans toutes les strates de décision sur le plan économique. On ne peut pas faire sans elles. Mais pourquoi on a l'impression que lorsque une multinationale arrive, elle pénètre sans aucune difficulté sur l'espace africain. Ce qui est différent, par exemple, en Europe, en Asie, aux États-Unis, où les contraintes sont un peu plus dures. Pourquoi est-ce que le marché africain est autant soumis à cette inféodation internationale des multinationales? Ok, il faut déjà, pour ma part, dire que tout part déjà de chaque nation, de la vision qu'elles ont du monde. Chaque nation, je parle à des Occidentaux, oui, qui ont une vision de contrôle, une vision de domination, une vision même d'inféodation, comme vous disiez, des nations. Ce n'est pas que l'Afrique, c'est vraiment vers le monde entier. Et c'est des projets qui sont donc pensés, dans la majorité des cas, par les gouvernants qui recherchent des opérateurs économiques qui sont dans la même logique de contrôle, de gestion, d'assise de leur hégémonie, de leur autorité. Et ensemble, ils réunissent les efforts pour produire des biens et des services localement, mais puis après vont les extérioriser dans un ou plusieurs autres pays. Mais c'est un projet. C'est un projet qui vise donc à garder la même mise économique parce qu'avec l'évolution du monde, on ne va plus faire la loi juste avec les armes. On fait la loi avec elle devrait quand même trouver ces entreprises-là un contre-choc sur le continent. Pourquoi les entreprises africaines sont aussi faibles? Non, je vous rappelle que c'est un vieux projet entre l'Europe et l'Amérique qui remonte quand même dans les années 1600. À 1600, le principe de multinationale est né. Né parce que on voulait donner sa vision du développement, sa compréhension du développement, et il fallait non seulement le produire localement, mais l'exporter. C'est pour ça que vous avez des pays qui sont très avancés dans l'automobile, par exemple, parce que leur vision du développement était avoir une automobile d'un certain type, d'une certaine classe. Vous avez les Mercedes, vous avez les Bugatti, vous avez toutes les marques que vous connaissez. C'est une volonté d'abord politique, oui, de créer un instrument, un bien, un service qui va nous permettre de nous asseoir dans le monde. Quand aujourd'hui on dit Mercedes, c'est l'Allemagne. Oui. Ce n'est pas que la maison Mercedes. Et quand on vous dit les voitures allemandes, il y a une idée qui est déjà conçue, qui est assise, c'est qu'elles sont solides. Quand on vous dit les voitures japonaises, il y a une idée qui est assise, c'est que ces voitures sont solides. Et si à l'Afrique, tout simplement parce que c'est un projet, c'est un concept, c'est une idée qui est bien pensée par les gouvernants, mais qui associe les opérateurs économiques. Et c'est là que je rejoins Dr Evuna. Ce n'est pas les Baye Amselem qui peuvent entrer dans cette logique. C'est les opérateurs économiques qui sont capables de produire, et là on parle des industriels, qui sont capables de penser, de raisonner, de réfléchir à des biens et à des services qui vont donner d'abord leur compréhension du développement, mais aussi leur savoir-faire, leur expertise. À la clé, ça conditionne en face sur le mode qu'il faut suivre, ça établit une certaine hiérarchie au point où, quand vous avez, par exemple dans le domaine de l'automobile, quand on parle de voitures de luxe en Afrique, parce que c'est sur nous que ça vient s'asseoir, quand on parle de voitures, vous avez d'abord tout de suite, vous allez entendre Mercedes, Toyota, parce qu'ils ont pris le temps de construire leur instrument chez nous. Ça veut donc que si un Camerounais sort un véhicule, la hiérarchie est déjà toute tracée parce que eux,
c'est des centenaires, c'est des entreprises qui existent depuis 400 ans, 300 ans, 500 ans pour certaines, et qui ont eu le temps de construire avec l'aide de leurs États. L'État, à ce moment, fait quoi? Ce que moi j'appelle le lobbying d'État. Le lobbying d'État, c'est quoi? C'est introduire une entreprise dans laquelle, généralement, l'État a des parts, l'État a des actions. Donc, l'État, son rôle, c'est d'ouvrir les portes, c'est de jouer l'agent commercial. Des exemples, même chez nous, au Cameroun, il y a des entreprises d'État qui, parfois, fournissent même des services et des biens à des étrangers sans que celles-ci ne soient particulièrement rayonnantes. On a l'impression que lorsque l'État investit, il n'y a plus de contrôle. Et en termes de gestion et de gouvernance en interne, ça devient compliqué, Jean-Maurice Mbok. Stéphane, ça part de la vision du monde, comme je l'ai dit. Dans la vision du monde, dans la conquête nouvelle aujourd'hui, on ne prend plus le sabre, on ne prend plus les armes, on prend les biens et les services. Oui. Pour contrôler les mentalités, on prend les médias. Pour contrôler la consommation, on a l'industrie de l'habillement, on a la maroquinerie dans sa globalité, ceinture, sac, chaussures et ainsi de suite. Et on a les véhicules. C'est des instruments d'influence. Et pour pouvoir vous influencer, on ne fait pas que parler. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est un construit. Ce qui fait donc que les Occidentaux ont compris que pour continuer à contrôler le monde, il faut pouvoir créer des biens et des services. Parce que ça va être grotesque de venir imposer sa volonté ou sa logique. Mais aujourd'hui, la France s'impose par les médias. Aujourd'hui, l'Allemagne s'impose par l'industrie lourde dans sa globalité, entre l'automobile, l'énergie et les autres secteurs. Aujourd'hui, les États-Unis s'imposent par une industrie. Donc, c'est une logique naturelle du contrôle. On va procéder par des exemples pour que ceux qui nous regardent sur le continent puissent avoir une idée. Nous sommes au Cameroun, on va essayer. Prenons l'entreprise, bien qu'elle est fermée, Nextel, c'est le Vietnam. Oui. C'est au Vietnam, les tenanciers du pouvoir, c'est les militaires. Donc c'est l'armée vietnamienne qui est derrière Nextel. Alors, on va pas quand même dire que le Cameroun et le Vietnam sont aussi éloignés que ça en termes de développement. Mais on voit Nextel arriver au Cameroun, s'installer, avec peut-être l'appui d'un Camerounais, commencer à prospérer. Nextel fonctionnait avec des services qui lui sont vendus, cette fois-là sans publicité, par le mastodonte public Camtel. Mais on se retrouve avec une niche dans laquelle Camtel pourrait s'engouffrer, mais qui est préféré, ou alors qui est comme ça cédé à l'étranger Nextel. Comment est-ce qu'on comprend ce positionnement ambigu de donner un pouvoir à quelqu'un alors que vous-même vous pouvez l'exploiter? Alors, à ce niveau, il faut comprendre que la politique de l'État du Cameroun aujourd'hui, c'est la libération, l'ouverture, le partage d'expériences et de savoir. Ce qui fait donc que, au lieu de privatiser complètement Camtel, on en fait un instrument de service. Oui, bien sûr. Oui, on en fait un instrument de service pour les différents opérateurs qui viendraient travailler au Cameroun pour le bien des citoyens. Oui. Disons-le comme ça, entre guillemets. Camtel va donc faciliter les services à Orange, à MTN, pas seulement à Nextel, à tous qui ont besoin d'Internet, et vous avez des autres opérateurs qui sont plus petits, parce que vous avez d'autres qui ne sont que sur le web, vous avez d'autres qui sont des service providers. Donc, c'est à plusieurs échelles que Camtel opère. C'est un choix de gouvernance. À ce niveau, ce n'est pas que le Vietnam est au-dessus de l'État du Cameroun, c'est que le Cameroun a choisi d'utiliser un instrument comme Camtel pour accueillir les opérateurs qui vont arriver et se déployer. Moi, je pense plutôt qu'il faut qu'on oriente sur un autre volet. Vous ne pensez pas que la niche sur laquelle cet opérateur étranger prospère, à grand coût de bénéfices faramineux, l'opérateur local lui-même ne pourrait pas ici engouffrer? Pourquoi confier ces responsabilités à des étrangers? Je vous ai dit que c'est d'abord une question de vision politique du monde, de l'État. Chaque État voit le monde à sa manière et met sur pied des instruments qui lui permettent de gérer le monde comme il le voit. Si nos gouvernants ne voient pas encore notre potentiel
à pouvoir utiliser Camtel. Comme vous le voyez aujourd'hui, alors c'est une interpellation à ce qu'ils réfléchissent autrement sur ce que Camtel peut être. Mais pour le moment, force est de constater que c'est comme ça que nos gouvernants voient Camtel, c'est comme ça qu'ils estiment que Camtel peut prospérer, et c'est comme ça que Camtel existe aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'on peut mieux faire? C'est des suggestions qu'on fait au gouvernement. Est-ce qu'on peut mieux maximiser ce Camtel? On ne peut que faire des suggestions n'ayant pas le levier pour pouvoir réorienter l'organisation de Camtel. Mais c'est juste pour dire que si l'État du Cameroun voit des activités comme celle de Camtel, juste comme des services à donner aux partenaires qui viennent. Un autre gouvernant viendra demain et va dire non, je préfère faire de Camtel l'acteur mobile majeur. Oui. Ce n'est qu'une approche. Et une fois que c'est fait, la gestion de Camtel va aller dans un autre sens. Mais je dis simplement que il ne faut jamais oublier l'organisation et la projection que les autres ont de leur capacité, de leur potentiel et leur compétence à savoir se vendre. S'ils savent se vendre de manière excellente, ils peuvent vous convaincre qu'ils peuvent mieux gérer vos actifs que vous-même, mieux gérer vos richesses que vous-même. Ce n'est qu'un construit qu'ils ont bien pensé, qu'ils ont bien structuré, qu'ils ont bien managé jusqu'ici. Quelques chiffres. En 1980, on avait 7000 multinationales, dont à peine 50 africaines, oui. 7000 qui opéraient sur le marché mondial. Et en 2002, on est passé à 83 000. En 24, on est pratiquement à 100 000. Bon, vous voyez que eux, ils multiplient les instruments. Une multinationale n'est pas juste une entreprise pour l'Occident. C'est un instrument d'influence, un instrument de contrôle. Donc, si eux, ils voient le monde comme un sujet à contrôler, ils vont multiplier les multinationales. Puis nous, en Afrique, on n'a pas la même vision. On n'a qu'une vision bayam-sélamiste ou juste commerciale. On ne peut pas aller à la même vitesse et aux mêmes capacités qu'elle. Je sors en prenant le cas, par exemple, de la France, qui construit, c'est le Crédit Lyonnais, et une banque qui a été créée d'abord pour la PME, pour l'équiper, la financer et lui donner les capacités de s'exporter dans le monde. Donc, tout ce qui opérait, ça a commencé à Lyon. Et puis après, ça s'est allé dans toute la France. Toutes les entreprises qui ont 40, 50, 60 ans ont été financées gratuitement par le Crédit Lyonnais pour leur permettre de pouvoir impacter le monde par un service ou un bien. Ça fait donc que plus vous vendez, plus vous travaillez, plus l'État aussi a une certaine assise, a un certain contrôle et développe d'autres activités de manière à ce que c'est gagnant-gagnant. Donc, chez eux, c'est un construit, c'est une organisation. L'Afrique gagnerait à apprendre aussi, un peu comme les autres font. L'Afrique gagnerait à apprendre. Paul-Stéphane Menunga, nous sommes là sur Ouro Africa, nous faisons de la pratique. Parce que là, on pointe du doigt, on fait des suggestions. Exemple pour exemple, on sort de la téléphonie, allons sur l'espace aéronautique. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention la sortie du groupement interpatronal camerounais qui justement se plaignait de l'offre et de la qualité de service d'un opérateur français, pour ne pas le citer, alors même que nous avons sur place l'opérateur camerounais, Kanako, pour ne pas le citer, qui justement peine à trouver sa voie, mais qui justement n'est pas encouragé par les habitudes de consommation des locaux, et l'opérateur étranger est accepté même par les décideurs camerounais. Comment est-ce qu'on comprend et on se situe dans des ambiguïtés pareilles, alors que l'on voudrait une Afrique émergente, une Afrique prospère sur le continent et à l'échelon mondial? Stéphane Balga, c'est très facile à comprendre. Peut-être c'est nous qui ne voulons pas comprendre. Quand vous analysez bien cette situation, vous vous rendez compte que c'est un malentendu, doublement entendu entre l'Occident. Vous nous perdez Paul Stéphane. Je dis c'est un malentendu, doublement entendu par d'une part l'Occident et nos dirigeants. Il y a une complicité dans tout ce qui se passe. Vous avez remarqué que dans nos États, on ne finance pas les projets industriels. On finance les projets commerciaux. Voilà. C'est fait à dessein. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'Afrique est là pour commercialiser ce qui est produit par l'Occident.
Et pour réussir à faire ça, il faut mettre à la tête des États africains des dirigeants qui seront au service de des projets pareils. Oui. Parce que quand vous analysez bien la situation, vous vous rendez compte qu'en réalité, ce sont les dirigeants africains qui sont sous-émancipés sur le plan géopolitique. Alors, Paul Stéphane, je reste avec vous. On est dans l'espace aéronautique. Nous avons eu, du côté du Cameroun, le pays que nous prétendons maîtriser un peu, un directeur général qui sortait d'une grande compagnie émirati, qui justement là-bas était présenté comme un as en termes de management, en termes d'impulsion, mais à qui on a confié la structure nationale. Et il s'est malheureusement cassé les doigts. Comment est-ce qu'on comprend quelqu'un qui excelle ailleurs, ici au Cameroun, dans un environnement qu'on pourrait dire plus favorable, se casse les doigts? Est-ce qu'il y aurait une malédiction africaine en termes d'expansion économique, ou alors c'est l'environnement qui ne permet qu'aux autres de s'enrichir? Non, je vous ai dit que c'est un malentendu, doublement entendu. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas compétent, mais c'est parce que c'est le système qui est construit pour qu'il échoue. Vous savez pourquoi il doit échouer? Parce que si votre agence de voyage gagne en notoriété et que tous les Camerounais et les Africains commencent à utiliser ça, ça veut dire que je n'ai pas envie de citer l'agence d'un pays ici, là. Ça veut dire que l'agence du pays là va fermer. Ou alors va perdre en termes de clients. Oui. Et d'influence. Ça veut dire que quoi? Là-bas, vous allez créer le chômage. Parce que c'est comme ça qu'il faut comprendre les dynamiques. Ça veut dire que quoi? Si vous commencez à produire comme nous, vous créez l'emploi chez vous, vous créez le sous-emploi chez nous, parce qu'il n'y a plus un marché d'écoulement des produits qu'on produit, si je peux être tautologique. Oui. Du coup, il faut vous maintenir dans la consommation pour que nous, on continue à avoir les emplois et vous continuez à avoir le sous-emploi et le chômage. Parce que j'aime souvent prendre un exemple. Imaginez-vous que maintenant, vous mettez aussi à produire les fers à repasser. Vous commencez à concurrencer ceux qui produisent les fers à repasser en Occident. Oui. Ça devient un problème pour leur industrie. Puisqu'il n'y a plus assez, il n'y a plus un grand marché d'écoulement, certainement l'entreprise va licencier pour motif économique. Parce qu'on ne vend plus beaucoup. Les gens vont aller dans la rue qui n'ont plus de travail. Pourquoi? Parce que vous aussi vous produisez déjà. Or, vous allez créer quoi? Les emplois. Et les gens seront contents. Donc, nos chefs d'État font donc exprès de continuer à servir une politique internationale et occidentale qui a été savamment pensée, parce qu'il faut savoir que en relation internationale, il y a la hard et le soft power. Oui. Et pour continuer à avoir la puissance aujourd'hui, on n'est pas toujours obligé d'utiliser ce qu'on appelle hard power. Tout à fait. On passe donc par le soft power. Ça peut être par les multinationales, ça peut être par les individus qui vont continuer de pérenniser une certaine puissance. Donc aujourd'hui, en réalité, vous allez vous rendre compte que l'Afrique peine à décoller justement à cause de cette complicité-là. L'Afrique peine à s'industrialiser à cause de cette complicité. Si on prend le cas du Cameroun, le pays que je suis censé le mieux maîtriser, vous allez vous rendre compte que c'est presque fait à dessein. Aucune banque installée au Cameroun, aucune banque étrangère ne peut vous financer un projet agricole qui va créer les emplois. On va vous financer quand vous voulez importer. C'est là où on va vous financer. On finance les importations. Même les banques camerounaises. Elles n'ont pas les moyens. Les banques camerounaises n'ont pas les moyens de pouvoir financer ce genre de projet. Je vous dis donc que aucune banque occidentale installée en Afrique et au Cameroun ne peut vous financer un projet révolutionnaire, c'est-à-dire un projet qui va venir révolutionner l'industrie africaine. 10 000 emplois, par exemple. C'est pour ça que les États africains, ou alors si on avait des dirigeants sérieux, on mettrait par exemple l'accent sur les PME camerounaises, en mettant par exemple un fonds de garantie qui serait là pour permettre aux PME camerounaises de financer. Il y a des ministères dédiés. Ce sont des ministères cosmétiques qui financent des projets en réalité qui n'impactent pas le pays sur le plan social. Quels sont les projets qu'on finance? Puisqu'on évalue un projet à partir de son impact social, quel est l'impact sur le plan social des différents projets que le ministère en charge des PME, on peut le citer ici, à financer? Vous vous rendez compte qu'en fait c'est du cosmétique. On est dans ce qu'on appelle généralement en sciences politiques le syndrome de Parkinson. On passe le temps à reproduire les institutions pour faire penser aux gens qu'on travaille, alors qu'on ne travaille pas à la réalité. C'est ça le véritable problème de l'Afrique et du Cameroun. Donc le véritable problème, donc, ce sont les dirigeants africains. Parce que dans les relations internationales, on n'a pas d'amis, on n'a que d'intérêts. Si on a des dirigeants qui sont incapables d'aller chercher les intérêts de leur population,
On ne doit pas s'en prendre à l'Occident. On doit s'en prendre à nos dirigeants qui continuent d'être au service de l'Occident au lieu d'être au service de nos populations. Je vais prendre un exemple. Oui, pour chuter. Prenons le cas d'un hôtel qui est conçu à Yaoundé, un hôtel 5 étoiles. Vous allez vous rendre compte que du robinet jusqu'à la vachette, tout est importé. Est-ce que c'est sérieux dans un pays qui veut se développer? Alors, vous avez bien dit 5 étoiles. On suppose que justement, donc pour 5 étoiles, il faut qu'il ait toutes les matières, le raffinement. Donc, ce qu'il faut déconstruire, cette construction occidentale qui voudrait nous faire croire que quelque chose n'a une valeur que quand elle vient de l'Occident, qui vous a dit qu'on ne peut pas construire un 5 étoiles avec ce qui a été fabriqué au Cameroun. C'est donc ce qu'il faut commencer par déconstruire. Et nos dirigeants entretiennent ça de façon élégante et éloquente. Quand vous partez même d'abord au palais, le 20 mai, qu'est-ce qu'on met en avant? Ce sont les vins importés, ce sont les costumes importés, ce sont les cravates importées, ce sont les meubles importés. Jamais on ne va mettre en avant le vin de Palme au palais des Toudi. Jamais on va mettre en avant le coq. Vous y étiez, il y avait le vrai Palme. On voit les images. Nous voyons les images. Donc ça commence d'abord même par ceux qui nous gouvernent. Puisqu'ils sont là pour servir l'Occident. Une fois qu'on aura des panafricanistes au sens propre du terme à la tête de nos États, ils vont penser nos États tels que l'Nkwame Nkrumah avait pensé, et vous allez vous rendre compte qu'ils vont fabriquer des capitaines d'industrie et non des grands commerçants. Je n'ai pas envie de les appeler des Bayamselam parce que je les respecte, mais ce sont des grands commerçants qui ne sont que là pour écouler les produits occidentaux en Afrique. Merci. Jean-Didier Vouna. Alors, on restera sur cette conception africaine de l'économie et la place justement qu'occupent nos capitaines d'industrie. On sait que l'Africain le plus riche, à moins que ma mémoire me joue des tours, s'appelle Aliko Dangote. À l'échelon mondial, je crois qu'il était 17e en 2023. Et peut-être il est toujours à la même place. Comment est-ce que le représentant du continent censé être le plus riche du monde se retrouve 17e alors qu'il y a des capitaines d'industrie et des pays qui ne produisent rien qui se retrouvent premiers? Comment est-ce qu'on comprend cela? Qui ne produisent rien comment? Qui n'ont pas cette ressource que l'Afrique possède en son sein. Je vous ai dit, et il est allé un peu plus en profondeur, que la richesse appartient à ceux qui ont les fonds d'investissement, les moyens d'investissement. La richesse n'appartient pas à ceux qui habitent la terre là. Ceux qui ont les moyens de les transformer. Ceux qui ont les moyens de les transformer, c'est ce que j'ai dit à l'introduction de mon propos. Il faut que ça reste dans la tête des Africains. Alors l'État nigérian a réfléchi. C'est une question de volonté politique. Oui. Pourquoi? Parce que vous allez constater que dans nos pays africains, on nous parle beaucoup plus du PIB. On nous parle très peu du PNB. Le PNB, c'est quoi? C'est l'ensemble des richesses produites annuellement uniquement par les habitants, donc les autochtones du pays. C'est là où on juge, comme le disait le politologue, la production de la richesse et de l'économie du pays. Ce n'est pas que les multinationales. Ça veut dire que on sait que monsieur le docteur Mbok, qui est un chef d'entreprise, un industriel, voici ce que ces multinationales ont produit et ont ramené au Cameroun. Voilà ce que monsieur Mbarga a produit. Voilà. Et en tant que Camerounais, pas en tant que des richesses, un étranger qui produit au Cameroun. Parce que on nous parle très peu. C'est pour ça que il avait raison, le politologue avait raison de dire que on peut avoir la croissance du PIB sans être réellement riche tant que l'économie soit forte. L'économie est forte dans un pays lorsque le PNB est fort. Alors, à ce niveau, oui, que nous savons à Bangui, à Brazzaville, à Yaoundé, à Douala, qui sont les tenanciers de la ressource financière? Qui détient l'économie? Parce que malheureusement, on a souvent vu, et cet exemple m'a toujours intrigué, de voir des non-nationaux être dans le groupe patronaux. Prenons le MEDEF en France. Oui. Est-ce qu'un Camerounais
pourrait être membre du MEDEF en France sans que cela ne heurte. Mais chez nous, sur le continent, on a l'impression que les organisations patronales appartiennent à des étrangers. En Côte d'Ivoire, les Libanais ont pignon sur rue. Chez nous, ici, c'est les Anglais, les Français. En Centrafrique, je ne sais pas. Pourquoi on a, même à ce niveau, les patrons de l'industrie, les financiers sont généralement des étrangers. C'est l'État qui détient son économie. Et le politologue l'a dit, c'est une question de volonté politique. Tu prends l'exemple. Vous nous avez parlé de Dangote, c'est une volonté politique d'une nation, du Nigeria, qui s'est fixé des objectifs. Créer des capitaines d'industrie au Nigeria et non des commerçants. Parce qu'on savait déjà que ils ont atteint un niveau où ils avaient déjà des grands commerçants, des grands importateurs. Ils se sont dit non, ça ne peut pas continuer. Nous allons produire de la richesse dans notre pays avec les moyens que nous avons. On peut avoir peu de moyens, mais créer au fil des années des grands capitaines d'industrie. C'est une volonté politique et il n'est pas seul au Nigeria. Hein? Voyez-vous, au Cameroun, nous avons encore des soi-disant grands hommes d'affaires qui louent les jets privés, alors qu'au Nigeria, à côté, il y a des gens qui sont propriétaires de jets privés. Au Cameroun, on est homme d'affaires quand on a les marchés publics. Au Cameroun, on dit qu'on est homme d'affaires parce qu'on livre le papier, le format dans un ministère. Alors que dans des pays sérieux, l'État crée on donne des moyens à un fils du pays de créer une industrie qui produit du papier et le ministère, on affilie tous les ministères à cette industrie pour acheter du papier. Comment voulez-vous que quelqu'un dise qu'il est homme d'affaires parce qu'il livre les bics? Les crayons. Et les crayons. Alors qu'il est si facile de donner des moyens à un Dangote Camerounais de produire et de fabriquer les bics et on affilie tous les ministères à acheter là-bas. C'est-à-dire, nous produisons et nous n'avons pas besoin d'exporter. Nous consommons d'abord en interne. Rien que les ministères peuvent consommer. Et comment voulez-vous qu'un ministre ou qu'un ministère ait des bureaux qui sont qu'on amène d'Italie, les chaises, alors qu'on a au même sommet on appelle ça comment, des religions qui fabriquent des meubles à un niveau à export. Mais comment ça pose? C'est une question politique. Il a dit, c'est une volonté politique. C'est le politique qui tient son économie. Vous allez d'abord constater que les règlements des entreprises dans nos pays par rapport aux multinationales sont floués. C'est des règlements trop légers sur le plan de l'environnement. Ils ne respectent pas l'environnement. Sur le plan même social, ils ne payent pas les gens comme il faut. Sur le plan même fiscal, c'est alors grave. Dans mon pays, une entreprise devait payer 7 milliards. Et les 2 fonctionnaires ont pris 1 milliard. Voyez-vous? Et c'est ça. La corruption. Donc l'élite administrative même est corrompue. Non seulement qu'elle est corrompue, les lois qu'on vote même sont faibles pour ne pas permettre à ces entreprises, à ces multinationales de s'adapter, même les lois qui sont votées, ils ne s'adaptent, ils ne respectent pas les règlements en vigueur. Écoutez, on a l'impression que on va vers l'abîme. Nous y sommes. On ne va pas. Nous y sommes puisque nous sommes à 60 ans après et il n'y a pas, comme le docteur Mbok le disait, il n'y a pas une vision, il n'y a pas une idéologie de gouvernance sur le plan économique que l'Afrique ou alors les pays, chaque pays, il y a les dernières fois on parlait des plans quinquennaux et autres et tout et tout, mais c'est pas efficace puisque ça ne crée pas des industries. Ça ne crée pas des industries. Un autre point, c'est que nous, lorsque nous allons même, il y a un autre point, c'est la dette. On nous donne les dettes mortes. Dites-moi, comment on peut prendre plus de 50 milliards? On fait un stade. Quel est le taux d'employabilité d'un stade? Un stade emploie 1000 personnes. Donc, vous prenez 50, 100 milliards pour faire un stade, pour faire le mariage. Il n'y a pas de salle de fête. Hein? On attend 8 mois pour jouer un match international pour 50 milliards. Pourquoi on ne peut pas prendre les 50 milliards là et créer 10 pôles de production semi-industrielle, d'industrie légère, c'est-à-dire quoi? Agriculture, élevage, pisciculture et autres. Chaque 10 milliards, ça peut te prendre 2000 emplois directs.
sans compter indirect. Ça va combattre l'exode rural. Les motos-taxis ne vont plus cogner les gens partout. Les capitales ne seront plus submergées des motos, des vélos, parce que les jeunes quittent les zones désenclavées pour venir habiter dans les capitales. Il est important de repenser notre politique économique. Merci Jean-Dieu Vouna. Jean-Moïse Mbok, il est important de repenser la politique économique, mais on a l'impression, lorsque l'on évoque ces questions d'économie, que les Africains la regardent de façon très évasive. Ils n'ont jamais pris conscience qu'eux aussi pouvaient être des conquérants à travers le monde. On a l'impression justement que nos capitaines d'industrie africains ne vont pas au Mexique, ils ne vont pas en Chine, ils ne vont pas en France, ils ne vont pas aux États-Unis pour justement apporter aussi leur savoir-faire. Parfois, ils se contentent malheureusement d'être des relais de la production étrangère. Naturellement, et comme je l'ai dit, c'est un construit, c'est bien pensé. Vous connaissez l'anecdote de l'éléphant en Asie. Quand on veut dompter un éléphant, quand il est éléphanto, on lui met une corde très forte qu'on attache à un arbre. On lui donne de comprendre que quand la corde est sur lui, il ne peut plus bouger. Et quand il devient tout un éléphant, on n'utilise plus un arbre, on n'utilise plus un bois solide, c'est une chaise. Dès qu'on a attaché l'éléphant sur la chaise, dès qu'il a vu la corde, il a vu attacher quelque part, c'est fini. Il est persuadé que plus fort que lui le retient. C'est un peu le problème de l'Afrique, c'est que les Occidentaux ont réussi à construire tout un logiciel, pour emprunter votre terme, oui. Tout un logiciel qui en fait donne l'idée immédiate du développement et comment on s'approvisionne pour cadrer dans leur logique du développement. C'est pour ça qu'on dit bien habillé renvoie à quoi? On dit vivre dans une maison moderne renvoie à quoi? Vivre, avoir une ville développée. Et l'expression consacrée, je mange comme un blanc, je mange comme un blanc, exactement. Je vis comme un blanc. C'est ça, parce que dans leur communication, et ça c'est depuis les années avant les indépendances, même quand la télé est arrivée dans les années 70, 80 en Afrique, qu'est-ce qu'on nous montrait? Le modèle occidental, à quelle heure on se réveille, comment on mange, pendant que nous, on était au manioc, au pain de la veille, qu'on prenait avec beaucoup de fierté et qui nous donnait beaucoup d'énergie. On vous présente des omelettes, on vous présente des œufs, on vous présente du lait, et tout le monde est rentré dans cette logique, le chocolat, et ainsi de suite. Le type d'habillement a complètement changé, la notion de succès social est devenu quoi? C'est toujours en référence à l'Occident. C'est-à-dire qu'ils ont réussi par la communication à nous faire intégrer, valider, accepter et même développer les mécanismes pour courir dans la direction qu'ils nous ont montré. Alors cette fois-ci, ils ont montré le doigt, on a bien vu le doigt, on n'a pas regardé la lune. On a bien vu le doigt où ils nous montraient, oui. Et on suit exactement, mais de manière moutonnière, la logique de développement qu'ils nous montrent. En quoi est-ce qu'un jeune né à Singapour, né à Taïwan serait différent d'un jeune né à Yaoundé ou à Douala en termes d'ambition? Ce sont des pays, peut-être aujourd'hui, plus avec le même potentiel, mais il y a 40 ans, c'était la même chose. Pourquoi, à ce niveau, des Vietnamiens peuvent arriver au Cameroun, avec toute l'affection qu'on a pour ce pays, mais s'imposer sur des domaines dans lesquels les Camerounais aussi pourraient avoir un droit de regard? On a l'entreprise camerounaise qu'on a citée, en termes de téléphonie, en termes de ceci, mais qui peine justement à avoir cette capacité de compétitivité à l'international. 2 points. 1, la volonté politique, on l'a dit, et je suis parfaitement d'accord. Oui. Deuxième volet, c'est l'éducation sociale. Quand vous prenez le cas des États-Unis, on forme l'enfant, et même en Chine, on forme l'enfant au respect du drapeau, comme il a dit, à privilégier le drapeau et avoir donc la préférence nationale. En somme, on fabrique des patriotes. Et dans la logique de patriote, ce n'est pas une notion creuse, ce n'est pas une notion vide. On dira par exemple à un Chinois que un Chinois vaut 19 Africains. Ça fait donc qu'on le met dans une condition où il se sait plus intelligent, plus à même de gérer tout ce que vous gérez, et naturellement il se met au-dessus. Et la loi du dessus donne une certaine supériorité, même creuse, hein, elle donne la supériorité. Il y a des gens qui ont des titres, qui ont des postes et qui se mettent devant vous, bombent le torse, mais au fond, vous savez que c'est vide. Mais c'est le titre, le grade qui leur donne une certaine consistance, mais au fond, il n'y a rien. Donc, c'est un construit déjà national
où la musique est régulée, ce que les enfants suivent est contrôlé, il y a une discipline sociale qu'on vous impose. On dit à l'enfant que tu ne jettes pas les ordures ici. On montre à l'enfant comment on classe les ordures. On dit à l'enfant à quoi ça sert. Souvenez-vous, peut-être les plus jeunes ne pourront pas se souvenir, dans les années 80, on avait des radios qui avaient plusieurs couleurs comme ça, qui étaient vraiment des jouets, hein, qui avaient plusieurs couleurs et qui avaient un son vraiment atroce. C'est des petits Japonais qui les fabriquaient. C'était à l'école de tests. Ils ont fait les premières radios pour essayer de montrer les capacités. Et tout ça a été écoulé en Afrique par Nobel Amselam. Et c'est devenu une production de masse. Oui. Puis après, c'est passé parce que ça ne tenait pas 6 mois. C'est des jouets qui se gâtaient, mais qui coûtaient des sommes faramineuses. Pourquoi? Parce que dans les autres pays, on construit un logiciel de l'individu, de manière à en faire un patriote, de manière à en faire un acteur de développement. Et on te rappelle que le développement que tu produis n'est pas que local, il est aussi international. Ça fait donc que le petit Singapourien qui arrive en Afrique a déjà une idée supérieure de Singapour. Il sait déjà que lui, il est au-dessus des autres. Oui. Et sa façon de vous regarder, sa façon de faire, là, on parlait tout à l'heure du complexe du blanc. Le fait simplement que vous soyez déjà complexé, vous êtes déstabilisé. Alors, ça fait donc qui devrait déconstruire ce mythe? Très bien. On a l'impression que nous sommes indépendants, nous sommes dans la mondialisation, mais le mythe persiste toujours. En quoi est-ce que un politologue sorti de Sciences Po Paris serait meilleur que Paul Stéphane sur le plateau avec nous? Parfait. Et on suit bien ces analyses, on comprend très bien que si on le met sur la table, il va même le battre parce que lui, en plus de ce qu'il sait, il vit des réalités que l'autre ne vit pas. Oui. Et même seulement l'expérience du terrain donne une certaine supériorité. Il est en fait, endurci. Vous savez, il est endurci, merci. Je vais emprunter à la Bible pour vous répondre. Le principe biblique, c'est arracher, ruiner, abattre et reconstruire. Le problème de l'Afrique, c'est qu'on passe le temps à ruiner. On passe le temps à abattre. On passe le temps à déchiqueter, à déchirer tous les principes qu'il fabrique. Mais qu'est-ce qu'on construit? Qu'est-ce qu'on produit? Je veux saluer ici le Burkina Faso, par exemple, qui décide que son textile va servir à tous les services publics. C'est-à-dire que pour faire la tenue de l'armée, on utilise son textile. Pour faire les tenues d'apparat, c'est son textile. Donc les tenues scolaires, c'est son textile. Donc tout tourne autour du coton burkinabé. Tout tourne autour du coton burkinabé. C'est pas déjà une façon. Non, c'est pas expérimenté avec le résultat qu'on a connaît. Non, Paul Stéphane l'a dit, la complicité de certains dirigeants ont déconstruit ce travail qu'il avait déjà fait. Mais c'était bien pensé. On parle d'un Kwame Nkrumah, c'est la même chose. Ils ont dit ce qu'ils pensaient. Il fallait des hommes tout aussi courageux pour implémenter. On a fait quoi? Des complices ils peuvent pas implémenter. À ce niveau, nous sommes sur une tribune panafricaine. Oui. Thomas Sankara, dans les années 80, avait mis en avant le boubou, le faso, comme il aimait à l'appeler, à la mode dans les rues de Ouagadougou. Nous sommes en 2024. Et Ibrahim Traoré revient avec le même concept. Est-ce que entre 80 et 2024, il y a eu quelqu'un? Il y a eu le temps, mais Stéphane, ça veut dire que rien n'a changé sur le continent. On s'en est encore à revenir sur les mêmes concepts, les mêmes principes. Rien n'a véritablement changé. Premièrement, il n'est jamais trop tard pour recommencer ce qui est bien. Oui. Deuxièmement, le tout n'est pas de penser des bonnes politiques, il faut des hommes bien pour les implémenter. Si vous ne voulez pas que je parle de Burkina Faso, je m'en vais en Égypte. Allez en Égypte, ils sont revenus dans la logique des pyramides, des grands chantiers et des grandes réalisations. Tous les chantiers égyptiens sont réalisés par des Égyptiens. On parle souvent de l'Afrique comme si on ne fait rien en Afrique. En Égypte, en Éthiopie, au Kenya, on peut citer plusieurs pays qui ont déjà intégré le principe d'africaniser et leurs multinationales et leurs biens et leurs services. Une fois de plus, c'est une question de volonté politique, c'est une question d'éducation des peuples. Il faut qu'on dise aux Africains de ce côté du monde que vous êtes intelligents, vous êtes capables d'impulser un développement qui vous ressemble, vous êtes capable d'avoir une créativité rare. Aujourd'hui, on parle du vêtement, ce n'est qu'une question de choix. Les costumes que nous portons aujourd'hui, c'est un choix, Stéphane. Nous avons tellement de tenues africaines chez nous.
Et nous tous ici, on les porte souvent. Ça veut donc dire que on peut mettre l'accent dessus. L'Afrique fabrique, l'Afrique produit, mais c'est qu'il y a un logiciel qu'il faut déconstruire et reconstruire, celui qui consiste à mettre notre tenue au-dessus de celle-ci que nous avons estimée qu'elle est la meilleure. Oui. Ce n'est qu'une question d'approche. Et le jour où on va intégrer la nouvelle approche, une fois de plus, on le dit, la mondialisation, ce n'est pas chasser les autres, c'est vivre avec les autres tout en se préférant soi-même. L'Africain et l'Afrique doivent se préférer. On parle de la fuite des capitaux. On pense que c'est un amusement, c'est une vue de l'esprit, mais c'est dans tout, c'est dans notre quotidien. Les véhicules que nous consommons, le carburant que nous consommons, les consommables que nous avons chez nous, que ce soit domestique, que ce soit professionnel, les bureaux, le papier, ainsi de suite. Toutes ces choses-là, nous pouvons décider de commencer quelque part. Mais une fois qu'on a choisi de commencer quelque part, il faut encore la volonté politique, parce que c'est encore l'État qui instruit les répartitions et les taux. Une fois que l'État l'a instruit, l'État peut même financer ces entreprises pour gérer au moins la sous-région. Oui. Donc, il n'est jamais trop tard pour commencer. Ce n'est qu'une question de volonté politique. Merci. C'est pour ça que je sors en disant que quand nous parlons comme ça sur les plateaux, il y a des esprits malveillants qui vont essayer de donner l'impression que nous sommes ennemis de la gouvernance, que nous tirons sur nos États. Non, nous sommes en train de suggérer qu'on peut mieux faire. On est fatigué de parler et de parler et de parler. Pire encore, il n'y a pas de réponse en face. Et quand il n'y a pas de réponse en face, on a l'impression que non seulement ils n'écoutent pas ce qu'on dit, mais ils ont choisi d'être complices ou alors de ne pas être complices et de se fâcher pour des fils qui ne revendiquent que ce qui est pour le bien de tout un continent. Merci. Que nos gouvernants nous écoutent Jean-Louis avec Zibon. vraiment beaucoup de calme et de paix. Nous disons des choses pour le bien de nos États et non contre quelqu'un. Nous disons des choses pour le bien de nos États et non contre quelqu'un. Ceux qui nous regardent aussi ont leur voix au chapitre et ils disent ceci. Bonsoir cher aîné, merci de nous édifier tous les lundis. Je partage le point de vue des trois panélistes, mais je pense que l'individualisme et les luttes de positionnement principalement politiques font partie des freins au décollage Parfait. des entreprises africaines. C'est ça. Les grands opérateurs se concentrent à être les préférés du régime et même militer politiquement dans le but d'obtenir des exonérations diverses et par conséquent n'ont pas une vision commune et constructive de leur progression. Car c'est comme Stéphane Mununga le dit, si bien les dirigeants rament à contre-courant, alors mettons-nous ensemble et avançons sans eux. Mais déjà, faudrait que la vision soit la bonne. Par ailleurs, je pense que pour parler d'une véritable banque de développement ou d'investissement, nous devons régler en amont le problème de la souveraineté monétaire. Le chantier est grand, mais avec ingéniosité, on peut y arriver. Bonne suite d'émission, Christian Fouding, depuis Ekié, c'est à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Prenons notre contribution avant que M. Mununga ne prenne la parole. Bonsoir chez tous, merci pour ce débat sur l'économie des entreprises en Afrique. C'est vraiment triste de réaliser que jusqu'à nos jours, les États africains assurent la garantie de prospérité aux multinationales au détriment des entreprises de leur pays. Prenons le cas des impôts et des modalités à remplir avant de pouvoir vouloir prospérer sur son propre espace. Adi Maïrou Alamine a réagi. Oh Stéphane, prenons un autre aspect, parce que justement, ceux qui nous regardent savent que lorsque l'on évoque les questions de multinationales, généralement, c'est 2 ou 3 pays qui peuvent s'associer pour conquérir un espace. Pourquoi on a l'impression que nos capitaines d'industrie ont de la peine à s'ouvrir aux autres? Qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, un Dampulo, le Camerounais, de s'associer à Dangote, le Sénégalais, dans l'objectif, bien évidemment, d'être plus expansif, plus dynamique, plus lourd pour pouvoir affronter le monde? C'est un construit colonial. Ça relève de la mentalité coloniale. Vous allez voir que même entre eux, les États africains peinent à coopérer. Les États même peinent à coopérer en Afrique. Ils coopèrent facilement avec les pays de l'Union européenne par rapport aux pays. Si on prend même le cas de la CEMAC, ou même de la CEMAC et de la CEDEAO, vous allez vous rendre compte que la CEMAC coopère plus avec l'Union européenne, la CEDEAO coopère plus avec l'Union européenne. Les deux institutions n'arrivent pas à véritablement coopérer ensemble sur le plan commercial. Oui. C'est un construit, c'est tout
un logiciel qui a été la mis en sortie place. des États, même les capitaines d'industrie ont ce même référentiel. Effectivement, puisque tout commence en haut. Quand le haut est faussé, chez nous, on dit souvent que le poisson pourrit par la tête. Quand le haut est faussé, même le bas sera faux. Ça veut dire que quand on aura donc des leaders qui vont comprendre, automatiquement, ce sont eux-mêmes qui vont créer des capitaines d'industrie, vont les mettre ensemble pour conquérir le monde. Oui. Et je vais vous dire que le véritable problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique est un continent extraverti. Extraverti sur le plan politique, extraverti sur le plan économique, extraverti sur le plan culturel. Un État extraverti, c'est un État qui est porté vers l'extérieur, qui consomme tout ce qui vient de l'extérieur. Sur le plan politique, vous consommez une démocratie frélatée, qu'on vous a servi dans les années 90. Est-ce que cela empêche le dynamisme économique? Vous allez comprendre pourquoi ça empêche le dynamisme économique. Allez-y. Vous consommez une démocratie frélatée qui n'en est pas une, qui ne correspond pas à votre histoire, qui ne correspond pas à vos réalités. Ça a une incidence du coup sur le plan économique. Parce que sur le plan économique, on vous sert justement une économie d'une démocratie occidentale qui ne correspond pas à vos réalités. On vous sert un capitalisme sauvage et outrancier, où quelqu'un peut avoir 700 titres fonciers. Ça ne correspond pas à vos réalités. Et du coup, ça a un impact sur le plan social. On se retrouve donc avec 5% de personnes qui ont les bénéfices des richesses d'un État, pendant que 95% rament et triment. Voilà la conséquence. Donc aujourd'hui, il faut sortir de l'extraversion de l'État et s'assumer. Et moi, ce qui me dérange quand je parle souvent du président de la République, c'est que sur le plan théorique, il a souvent apporté les solutions, mais sur le plan pratique, je ne sais pas ce qui a souvent dérangé. Alors, est-ce que les États africains n'ont pas assez fabriqué des capitaines d'industrie? On a vu des plans au Cameroun, plan ici dans le sens étatique du terme, pour fabriquer et aider à l'éclosion d'hommes d'affaires capables de pouvoir dynamiser l'économie, même au-delà de nos frontières. Mais où est-ce qu'on allait arriver avec cette vision portée à l'époque par feu Augustin Frédéric Odoc, dont nous salons la mémoire ici, par exemple? C'était les commerciaux qu'on a fabriqués. On n'a pas fabriqué les capitaines d'industrie. On n'a jamais fabriqué un capitaine d'industrie au Cameroun. C'est grave ce que vous dites. C'est la vérité. Vous prenez quelqu'un qui va acheter en Chine, il revend au Cameroun, vous dites que c'est un capitaine d'industrie. Dans quoi? Il aide la Chine à écouler ses produits. Vous prenez quelqu'un qui va acheter aux États-Unis, revendre au Cameroun, vous dites que c'est un capitaine d'industrie. Il aide les Américains à écouler les produits des États-Unis. Prenez-moi quelqu'un, fabriquez-le, qui nous fasse, vous voyez comme on a la Kamsuko, non? Qui nous fasse le manioc comme à la Kamsuko. On cultive, on transforme, on consomme. Voilà un capitaine d'industrie. On a fabriqué quelqu'un comme ça au Cameroun. Prenez quelqu'un, il nous produit le riz. On vend ça partout en CEMA. Quelqu'un peut acheter le riz en Inde et en Chine, vous dites que c'est un capitaine d'industrie. C'est un revendeur, un grand revendeur. Il n'y a pas de capitaine d'industrie au Cameroun. Ça, il faut être dur et vrai et dire la vérité à nos dirigeants et à ceux qui nous écoutent. Quelqu'un peut acheter les téléviseurs dans les conteneurs, il vient revendre, on dit que c'est un capitaine d'industrie. Il n'y a pas de capitaine d'industrie au Cameroun. Et je vais sortir en disant que tout commence par l'éducation, contrairement à ce que vous pensez. Regardez le modèle éducatif. Tellement ça a été bien pensé qu'on ne se rend pas compte que ça commence dans notre système éducatif. Quels sont les profils qu'on forme en Afrique? On forme les profils de consommation. Oui. Vous prenez par exemple le cas de notre pays où une université comme SOA, je n'ai rien contre, vous produisez 6000 licenciés en droit et en sciences politiques par an. C'est pour produire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont vous produire de concret dans votre État? Au lieu de produire les ingénieurs, vous produisez des gens qui ont le master en lettres modernes, option Rousseau, option Voltaire, des gens qui ont le master en chinois, en allemand, en espagnol, jusqu'à ce qu'ils ont un doctorat. Ça commence par le modèle éducatif. Ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? Les pays comme la Chine, vous produisez plus d'1 million d'ingénieurs par an. Parce que c'est l'ingénierie qui développe un État. C'est l'ingénierie qui va fabriquer la calculatrice. C'est l'ingénierie qui va fabriquer les radios que le docteur Mbok a évoquées. C'est l'ingénierie qui va fabriquer la télé. C'est l'ingénierie qui va fabriquer les caméras. Ce n'est pas le licencié en droit et en sciences politiques. Ce n'est pas le gars qui a le master en espagnol ou en allemand
ou je ne sais pas toi en histoire, géographie, je n'ai rien contre ça, mais ce sont des choses qu'on doit essayer de réguler. Je dis bien de réguler, ça veut dire que quoi, dans un état sérieux, on ne doit même pas faire le concours. Dans un état qui veut se développer, on fait le concours pour entrer à Polytech. On doit permettre aux enfants d'entrer gratuitement à Polytech. Parce que c'est l'ingénierie là qui va développer notre état. On ne doit plus faire des concours pour entrer dans les écoles comme Polytech au Cameroun. C'est une aberration de faire un concours pour 50 personnes dans un pays hyper sous-développé où tout est à faire et à refaire. Les qui vont créer cette ingéniosité. Mais on vous permet plutôt d'aller où? D'aller dans les filières de consommation. Là-bas, on ne met pas les concours. Les filières de consommation. On vous envoie en Guayaquil. On vous envoie à soi. Allez faire allemand, allez faire espagnol. Et après un beau matin, on se lève, on vous dit que la terre ne trompe pas. Mais j'ai envie de dire qu'il faudrait qu'on arrête avec des discours de moquerie et de tromperie. C'est pour ça que j'insiste en disant que c'est un malentendu, doublement entendu entre nos chefs d'État et les chefs d'État occidentaux qui ont décidé de faire de l'Afrique un espace de, j'ai envie de dire, d'écoulement des produits, d'écoulement de l'industrie occidentale. C'est simplement ce qu'il faut comprendre. Merci Paul Stéphane. Prenons cette réaction qui nous vient de Libreville au Gabon. Bonsoir au Africa. Bonsoir Stéphane. Ce thème est vraiment bon et très capital. Les entreprises africaines finalement n'existent que de nom. Aucune entreprise africaine ne compétit dans les marchés internationaux. Par exemple, chez moi au Gabon, les soi-disant champions sont des ministres qui ont manipulé le budget de l'État. En plus, comme le dit tout le plateau, il faut une volonté des autorités. Ce sont les États qui fabriquent des champions nationaux en facilitant un certain nombre de choses. Les Dangote, Tony et Lumelu et autres ont été financés massivement par le gouvernement. Les Africains, pour la plupart, surtout dans la zone francophone, se cherchent toujours et ne donnent pas de signes pour fabriquer des champions et des véritables entreprises. Merci à vous, Ghislain, Fabrice et Binda, pour cette participation depuis le Gabon. Bonsoir. Je souhaite ce monsieur qui dit que la démocratie est purement européenne, qui nous aide à trouver une démocratie non frelatée africaine. Je voudrais lui demander quelle formation il a reçue à l'université de Yaoundé et de Douala. Je précise que la communication nous vient du 229, je crois. On va se retrouver pour le pays. On va prendre une autre. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci pour la contribution. Alors, je me retourne vers vous, Jean de Dieu et Vouna. Nous sommes là à l'heure des constats, mais une fois que le constat est fait, qu'est-ce qu'on fait justement pour essayer de faire changer la donne? On se rend compte justement que nous avons des quasi grands commerçants, comme les appelle le politologue sur le plateau, mais est-ce qu'il n'est pas temps de donner du contenu à justement ces ministères, ces directions qui ont été créées ici et là pour justement booster le côté économique de nos pays? Nous avons des agences qui sont là pour promouvoir, nous avons des agences qui sont là pour l'investissement, nous avons des ministères, des petites et moyennes entreprises. Mais au finish, est-ce qu'il n'est pas temps de donner du contenu à toutes ces entités qui parfois consomment même les maigres ressources de nos États? Il est justement temps. Il faut faire comme la ministre de ma localité a fait. Il était ministre des Finances lorsque les étudiants de notre département s'engagent à aller le rencontrer, voulant du travail, le ministre de la Léquier, parce que je suis de la Léquier. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a acheté des milliers de machettes et il leur a donné aux étudiants. Et il avait raison. Et les étudiants ont crié au scandale. Ceux qui avaient les masters, les politologues, il leur dit il faut avoir la culture du travail. Est-ce que donner une machette à quelqu'un? Oui, c'était un symbole. C'était, comme il l'a dit, vous avez 500 gars qui ont des masters en droit. Tu voulais qu'il lui donne le travail. Il leur a donné le travail. Je continue à dire, nous n'avons pas la culture du travail. C'est-à-dire que les gens vont au travail pour 8 heures de temps. Ils travaillent 2 heures de temps. Et les gens se plaignent. Il y a quelque chose qui se passe, je disais là quelque part.
Il y a quelque chose, les gens se plaignent des Chinois, des entreprises chinoises qui maltraitent les Camerounais en Afrique, un peu partout. Parce que nous sommes paresseux. Le Chinois a été éduqué que quand il se lève à 5h, 4h du matin, c'est pour commencer le travail. Mais toi, tu viens au travail à 9h. À 10h, tu prends 5 kitoko. À 14h, tu es déjà en train de dire que il faut que tu ailles boire là. Tu es au bar. Et quand le patron chinois voit ça, il te coupe de l'argent, on parle de maltraitance. Parce que nous sommes paresseux. Vous demandez des solutions? Il faut réglementer le travail. Il faut qu'on éduque les gens à la durée au travail, pas la durée du travail. La durée au travail, la durée en travaillant. Il me faut. Donc le ministre a pris les machettes, il a pris des milliers de machettes, il a donné aux jeunes. C'était un symbole pour leur dire, allez travailler. Il faut apprendre à travailler. Ça, c'est d'un point. De deux, chez les autres, comme on l'a bien dit ici, c'est les capitaines d'industrie qui créent les politiques. Oui. Et non le contraire. Et on voit l'exemple aux États-Unis avec le milliardaire Trump. Justement. C'est des capitaines d'industrie qui sont des lobbies et qui financent nos politiques. Et non le contraire. Dans notre société, on a mis l'administrateur au-dessus du manager. Le manager au-dessus de l'industriel. Vous ne pouvez pas me dire que je produis de l'argent dans le pays et quelqu'un décide de détruire toute cette entreprise par une signature. Ou bien vous ne le produisez pas réellement. Donc je parle dans le cas. Je parle dans le cas où je peux. Oui, ça peut aussi être. Mais dans le cas où on produit réellement. Voyez-vous, c'est pour cela que vous avez constaté que tous ces Bayam Selam sont dans le parti, des partis au pouvoir. Parce qu'en réalité, on les a cooptés pour les manipuler et voyez-vous, ils sont alliés aux fonctionnaires parce qu'ils ont peur et ils ne peuvent pas produire. Et il est donc important de refonder même le système administratif, le système managérial qui gouverne et qui peut implémenter, qui accompagne l'économie du pays. C'est-à-dire, chez les autres, la banque qui bat monnaie, c'est-à-dire les banques sacrées qui battent monnaie, c'est les capitaines d'industrie qui ont les parts là-bas, ce n'est pas l'État forcément. Faites des recherches, vous allez constater cela. On a inversé le rôle. C'est-à-dire, le politique qui, derrière même va demander l'argent au Bayam Selam, dit que si tu ne me donnes pas l'argent, je vais augmenter des impôts. On va venir saisir ta quincaillerie. Ta marchandise va pourrir au port. Lorsque la marchandise est avariée et on vient, on te dit que ça ne peut plus être, il est obligé de s'allier. Et cela a aussi un impact négatif dans notre économie. D'où les gens ont peur de commencer même à produire. Parce qu'il se dit qu'il suffira d'une signature et que je ne sois pas parti au pouvoir, on va venir fermer. Il préfère donc le couloir de l'importation. Oui. Et il sait que c'est facile, ça ne va pas, il n'y a pas une chaîne qui doit être suivie, il n'y a pas de, vous savez, il y a quand même une malhonnêteté intellectuelle dans notre administration. C'est-à-dire, il suffit d'avoir un problème, on va provoquer chez nous, on appelle ça la norme, je ne dis pas que c'est ce qu'ils font, la structure qui contrôle les normes, qui va venir te frapper et on va dire que tes produits ne sont pas selon les normes. J'ose penser que ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple, j'étais en train de dire, c'est-à-dire, chez moi... Vous ne voulez pas que vous avez de la norme? Non, c'est pas... Je prends l'exemple, par exemple. Oui. Voyez-vous, ça ne peut pas permettre à l'économie, lorsque l'administration n'accompagne pas, lorsque les fonctionnaires sont contre ceux qui créent même des richesses. Parce que ils ignorent une chose, s'il y a plus de production, plus le PNB est produit, plus il y a plus de richesses au niveau interne, plus les salaires seront même peut-être même doublés, triplés au niveau des fonctionnaires. Mais nous avons toute cette malhonnêteté, toute cette machine qui est rouillée, ces manigances politico-administratives qui tombent aussi sur ceux même qui ont l'envie. Parce qu'il y a certains d'entre ceux qui nous regardent peuvent nous prendre des exemples que j'ai essayé de créer ci, j'ai essayé de créer ça, j'ai produit ci, j'ai porté tel projet, j'ai amené des financements. Comment voulez-vous que à Fumban pour chuter, on nous a vanté la création d'une industrie agroalimentaire. Les tomates. Mais voyez-vous, les machines sont dans la broussaille. Non, vous voulez m'arrêter? Non, je vous arrête. Les machines sont dans la broussaille. Quelle
Et ce qui est choquant, c'est qu'on ne nous explique pas. Est-ce un problème de compétence? Ça veut dire les Camerounais ou des Africains qui nous regardent, si les Camerounais sont incompétents. Donc, d'abord, il n'y a pas quelqu'un qui a étudié dans le domaine agro-industriel pour pouvoir venir booster une entreprise camerounaise au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un Africain quelque part. C'est dans la broussaille là-bas à l'ouest. Merci. Avec des machines. Et les lézards sautent dessus. C'est les lézards qui ont fait leur... Merci Jean-Dieu Voula, on comprend votre émotion. Alors rassurez-vous, il n'y a pas qu'à Fumban que des machines sont abandonnées là, dans nos pays. Elles sont partout, ces machines-là, avec des projets qui ne sont jamais arrivés à terme. Bonsoir sur le plateau, notre politologue Stéphane Menunga classe le patriarche Fausto de regretter mémoire dans quel registre Fausto a fabriqué les allumettes dans ces pays. Une alors, outre ces nombreuses autres entreprises. Un semi-bayam, ça là. Bonsoir à tous les panélistes et merci pour les vérités que vous exprimez sur le plateau ce soir. Merci à vous. Malheureusement, la contribution n'est pas signée. On va rapidement prendre une autre. Alors, le monsieur qui justement interpellait le politologue sur sa formation précise qu'il s'appelle Évariste et qu'il écrit du Bénin. Oui. Alors, Jean-Maurice Mbok, on a beaucoup épilogué justement sur l'environnement, sur le système, mais est-ce que ce système en lui-même n'est pas cause de tous nos malheurs? Lorsque Jean-Dieu vous évoque la fiscalité, lorsque on évoque l'égoïsme en interne, lorsque l'on évoque toutes ces accointances politiques, cette inclusion politique dans le capital privé, est-ce que ce n'est pas là la meilleure façon de tuer l'esprit d'entreprise et les quelques entreprises qui veulent subsister dans un environnement quasi difficile? Je vais encore emprunter à la Bible. Sans vision, le peuple périt. L'Afrique est dans une crise de vision, d'abord, parce que le matériel, nous l'avons, les ressources humaines, nous les avons, mais c'est la vision qui nous manque. Et l'absence de vision crée justement toutes les divisions et toutes les confusions que nous pouvons constater dans nos différents États. Regardez un peu l'incohérence. Un homme d'affaires prospère, il arrive à saturation ou à stagnation. Oui. Parce qu'il n'y a pas de vision de sortir, de l'occuper à l'extérieur. Sa seule vision va se tourner sur le pouvoir suprême. Et il faut le dire, c'est ça que nos gouvernants redoutent. Et je pense donc que pour résoudre ce problème, il faut que les capitaines d'industrie qu'on fabrique et qu'on accompagne signent les engagements pour ne pas s'attaquer au pouvoir des pouvoiristes. Parce qu'il y a des gens qui sont au gouvernement ou à la tête des États avec une logique. Des lois, pas des engagements. C'est pas une excuse facile. Est-ce que les gouvernants chinois, les gouvernants de Singapour ou de Corée n'ont pas le même droit de regard sur les capitaines d'industrie là-bas de ce côté? Pourquoi est-ce qu'en Afrique, ça doit être un instrument de... comment je veux dire ça, d'empêchement de l'expansion de nos capitaines d'industrie? Est-ce qu'on peine à voir la prospérité sur le continent? Parlons simple pour qu'on le comprenne. Stéphane, c'est pour ça que les coopérations doivent être menées par des personnes suffisamment intelligentes pour lire entre les lignes. Quand vous regardez le Parti communiste chinois, oui, quand vous voyez leur meeting, leur rassemblement, vous voyez le nombre de personnes qui sont impliquées. Vous avez toutes les classes de la société dans ces rassemblements. C'est des engagements qu'on signe. On ne se lève pas un matin pour diriger le pays. Il y a une façon de faire. Il y a une lignée. Il y a des procédés, il y a des procédures. C'est entendu. Quand vous avez signé, c'est un échange de services. L'État vous accompagne en sachant que vous ne serez jamais un ennemi parce que vous avez signé. Le problème chez nous, c'est qu'on veut toujours tout un peu... Chez nous, on ne signe pas. Porte-pièce. On ne signe pas. Mais je dis qu'il faut être suffisamment être honnête pour tenir un langage de vérité à ses compatriotes. Si vous voulez rester au pouvoir, créez un système qui permet l'épanouissement de ces populations, à l'intérieur et à l'extérieur. Quand vous fabriquez des capitaines d'industrie, 10, 15, 20, 30, c'est combien de familles que vous avez émancipées? C'est combien de familles que vous développez? Naturellement, tout le pays sera impacté.
Tout à l'heure, le monsieur parlait du Nalor et des entreprises que le père Fotso a revendues. Il faut dire au milliardaire Foyou, c'est lui maintenant qui a repris pratiquement toutes les entreprises du père Fotso. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'on fabrique, on écoule ici, on fabrique, on écoule ici. Finalement, il n'y a pas une facilité, un accompagnement. C'est là que je rejoins pour Stéphane. On n'a pas fabriqué un capitaine d'industrie. Parce qu'un capitaine d'industrie, ce n'est pas seulement te donner l'argent. Je parle le groupe Festo s'exportait dans la sous-région. Quand il s'exportait dans la sous-région, allez bien observer, c'était dans le logement. Uniquement dans le bâtiment. Ils ont très peu exercé sur d'autres volets. Parce qu'ils n'avaient pas d'accompagnement. Ils ne s'exportaient qu'avec des capitaux. En France, ils ont quoi? Uniquement des logements. Ils n'ont rien d'autre en France. Ils font uniquement dans le logement et partout ailleurs. Pourquoi? Parce que, regardez quand le président français débarque en Asie, en Amérique, en Afrique, il a des capitaines d'industrie avec lui. Parce qu'il vient faire le lobbying d'État. Il vient discuter des contrats et des marchés avec les gouvernants à des hauteurs importantes. Et comme Paul Stéphane disait, quand ils ont un contrat, ça crée de l'emploi chez eux. Oui. C'est pour ça que ça doit rester. Donc on ne donne pas seulement l'argent aux opérateurs, on leur donne aussi des facilitations, on leur donne aussi des moyens de pouvoir s'exprimer à l'extérieur. En ça, je veux saluer le ministre du Commerce avec la ZLECAf et l'initiative de l'impôt substitution qui est mise en place. Mais je dis que ce n'est pas tout. J'ai pris la peine de rappeler qu'il faut le lobbying d'État avec force. Ce qu'on doit pouvoir dans leur rencontre avec un ministre centrafricain, je ne sais pas moi, du commerce, lui dit quand même que si tu as des soucis d'approvisionnement en ci ou en ça, on en a au Cameroun. Oui. C'est un marché qu'on ouvre. Ce n'est pas toujours des choses formelles, même parfois dans l'informel, on crée des marchés. Quand ils rencontrent les autres ministres des autres pays, qu'ils pensent à faire la publicité exactement comme les autres font de leurs opérateurs économiques. L'Afrique a donc besoin des banques qui peuvent permettre qu'on ait les opérateurs économiques dignes de ce nom, mais il faut les encadrer de manière à ce que ceux qui sont frileux au pouvoir là n'aient plus peur. Ça s'encadre. Vous avez cette faculté à le dire, ceux qui sont frileux, mais le groupe Dassault en France, les Dassault, ils ont connu au moins 5 présidents, que ce soit président de gauche, des présidents de droite, mais le groupe Dassault est toujours en train de fabriquer les nouveaux avions. Vous avez vu là-bas, ça marche, que chez nous, ça ne marche pas. Président. Vous avez vu quel Dassault vouloir être président en France? Aucun. Parce que c'est signé. Vous avez vu quel Bolloré vouloir être président en France? Vous avez vu qui, Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, vouloir devenir président en France? Pourquoi nous voulons toujours qu'on nous dise des choses comme des bébés? Stéphane, ça se signe. C'est des engagements qu'on prend. Vous, c'est la richesse. Nous, c'est le pouvoir. C'est ce qu'il faut qu'on fasse en Afrique. Qu'on soit clair avec nous-mêmes. Ce n'est que comme ça que les opérateurs économiques vont pouvoir influencer le système éducatif pour dire, nous, on n'a plus besoin de licenciés en droit. On en a suffisamment. Dans notre vision de desservir l'Afrique, il nous faut des champs. Et pour ça, il nous faut des agronomes. Et pour ça, il faut revoir le système éducatif. Voilà comment ça marche là-bas. On n'invente pas la roue. C'est nous en Afrique qui pensons que on va s'asseoir là et puis on improvise chaque jour. Ça ne s'improvise pas. Je vous dis, allez aux États-Unis. Vous avez vu quel milliardaire américain, à part Donald Trump, qui est un cas à part, parce qu'il a été coopté pour une œuvre particulière. Quel milliardaire américain court après le pouvoir? Ce n'est qu'en Afrique qu'on a ce problème. Parce que ce n'est pas encadré. Allez en Asie. Allez même en Europe là, faites tous les pays d'Europe. Combien de milliardaires qui sont si occupés? Il y a eu aussi Berlusconi en Italie. Ça, c'est des hommes cooptés. Oui. Revenez en Afrique. Allez au Nigeria. Aliko Dangote. Qui de sa famille guette la présidence? C'est des choses qu'il faut quand même qu'on observe et qu'on se pose de bonnes questions. Les opérateurs économiques des autres pays en Afrique, ceux qui prospèrent naturellement, oui. L'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, et ainsi de suite. Ces différents pays qui ont les grands milliardaires, les 20 oui. En Afrique aujourd'hui, qui de ces milliardaires s'intéressent au pouvoir? On n'a que Moïse Katumbi.
à RDC. On a vu Dame dos Santos à l'Angola, qui était la fille du président. Dame dos Santos, c'est la lignée la plus riche. La plus riche. On dit que c'est la lignée royale, Stéphane. La plus riche de la lignée royale. Quel opérateur économique fabriqué par le système va lorgner le pouvoir? Ce que j'essaie de dire, Stéphane, c'est que ce que les autres font, même à distance, on peut se rendre compte qu'il y a une entente. Même si elle n'est pas écrite, elle est tacite. Et l'entente, c'est que vous développez l'économie. En développant l'économie, on crée des emplois. En créant des emplois, on satisfait le peuple. Et parce que le peuple est satisfait, nous, on gère le pays. Mais c'est en bonne intelligence, ce n'est pas en confrontation. Et il faut que l'Afrique arrive donc à ça. Ceux qui veulent le pouvoir et qui aiment le pouvoir doivent prendre le pouvoir et s'entourer de toutes les garanties qui leur permettent d'épanouir toute la chaîne qui est autour d'eux. Une fois que c'est fait, Stéphane, vous allez vous rendre compte qu'on pourra se développer. L'Afrique n'est pas maudite, l'Afrique n'est pas mal partie. Merci. Elle n'a que besoin des hommes. Les Africains, justement, vous regardent, nous regardent et nous écrivent. Prenons cette réaction. C'est vrai c'est quasiment en mémoire que le téléspectateur a écrit. Bonsoir à vous sur le plateau. Je suis très admiratif de votre thématique concernant le retard notoire des entreprises en Afrique qui sont à la traîne. Je pense qu'à mon humble avis, on doit noter la volonté qui est un handicap dans cette croissance, en ce sens qu'elle bloque la révolution économique en confinant dans le domaine de l'agriculture les ingénieurs à s'éterniser dans des produits à cycle long tels le cacao et le café. Alors qu'à côté, nous avons la production de blé, orge, qui en très peu de temps procure des tonnes tous les 3 mois, ce qu'il voudrait dire, rien qu'à s'appesantir sur ce volet. On comprend que l'Afrique demeure par excellence si rien n'est fait le marché de consommation de produits européens. D'où la nécessité, conclut-il, impérieuse de se poser de réelles questions quant à la croissance de manière sommaire des entreprises africaines. Merci pour la contribution. Alors, vous êtes sûr que l'import, substitution, il reste du Bénin, qui revient, tout d'abord, il dit, je voudrais demander à vos panélistes combien d'entre eux ont un champ dans leur village. Vous êtes sûr que l'import, substitution va marcher au Cameroun quand le Cameroun est le premier importateur de champagne en Afrique? Merci pour la question. Prenons une autre réponse, une autre question, préoccupation. Bonsoir. Il faut que l'État subventionne l'agriculture et acheter pour vendre et que les prix soient fixés dans toutes les régions, même au fond des villages. Par exemple, le cacao, le riz, le blé. Pour le cacao, vous connaissez toutes les initiatives initiées justement par le ministère du Commerce. Prenons cette autre contribution qui nous parvient à l'instant. Dear Stéphane Gaga, my greetings to your panel. I like your topic, but not spirit of entrepreneurship. Lead from universities as Cameroon wants to do. Creativity can be learned by entrepreneurship. Teach people, private sector, production, and you will see Cameroon thrive in less than 10 years. Merci à vous, cher Léon Amara Brooks, qui dans un sens voulait juste qu'il y ait plus d'enseignement dans l'entrepreneuriat, dans nos écoles, et que dans 10 ans, on va voir le décollage. Et évidemment, alors prenons cette autre réaction. Bonsoir à vous sur le plateau. Les intellectuels africains sont des copies de l'Occident, les entrepreneurs aussi. C'est vous qui le dites. Alors, on va prendre une dernière réaction en 1 minute, Paul Stéphane. On est là dans les solutions. C'est vrai que, justement, on a l'impression qu'on n'est pas allé juste au bout de la réflexion. Mais en 1 minute, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se rend compte que l'Afrique, hier, au même rang que la Chine, que Singapour, que Taïwan, ceux-là sont avancés et l'Afrique aujourd'hui semble rester et tourner en rond. Je dis simplement qu'il faut changer le logiciel africain et ça passe par les leaders parce que ce sont les leaders qui détiennent les leviers qui peuvent changer le logiciel parce que c'est démontré que ce qui fonctionne depuis les indépendances est improductif pour l'Afrique. Il faudrait donc que l'Afrique arrive à se poser les questions. C'est pour ça qu'il faudrait que l'Afrique s'introvertisse.
une manière de dire que le téléspectateur ne m'a même pas compris. La démocratie occidentale, elle est frélatée parce qu'en réalité, quand vous lisez le congrès de Manchester de Nkrumah, Nkrumah dit qu'on doit aller dans la démocratie ou alors les pères fondateurs. Mais il décline la démocratie africaine. Il s'oppose au multipartisme. Sur le plan économique, il dit que c'est le socialisme, pas le capitalisme qu'on nous a imposé. Sur le plan culturel, même il y a un modèle démocratique africain. Donc il faudrait qu'on arrête souvent de consommer tout ce qu'on nous sait dans les amphis qui viennent de l'Occident comme des paroles d'évangile. Posons-nous les vraies questions. La démocratie ne se résume pas à une pluralité politique, à une organisation des élections. La démocratie va au-delà de plusieurs partis politiques et de l'organisation d'une élection, parce que même sous Mussolini, qui était une dictature libérale, et je sors par là, Mussolini organisait les élections. Merci Paul Stéphane. Bonsoir à tous. Moi, c'est un Sangou. Concernant la question de la traîne des entreprises africaines, je dirais que l'Africain lui-même est d'abord son ennemi, égoïste, sans amour. La jalousie des Africains date de très longtemps d'après les histoires et les contes que nous avons tous appris. Bien peut-être la création de la banque, mais l'on cherchera toujours à la faire chuter. De plus, une fois créée l'entreprise, seulement les papiers, pour être clairs avec l'État, peuvent finir le capital. Merci pour cette caricature. Bonsoir à vous sur le plateau. Je voudrais souligner que les Africains gouvernements, pour parler du Cameroun, ont pour ambition de vicier l'économie. Ils ne cherchent qu'à coopter les jeunes pour appeler la noyer dans les domaines sombres de la société. Je préfère m'arrêter là pour ce qui est de cette contribution. Rapidement, Jean de Dieu Vouna, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on fait? 30 secondes, la réalisation me fait de grands signes. Capitalisme communautaire national. Modèle de gouvernance économique qui vise à donner des moyens d'investissement à une large à des masses populaires, à la classe moyenne, pour qu'ils puissent concurrencer ce monde hyper capitaliste dans lequel nous vivons. Merci. Sans cela, nous ne pourrons pas véritablement faire face à l'impérialisme. Bonsoir, chers panafricains. Vous devez mener une réflexion sur la manière avec laquelle nos banques financent les investisseurs. Nos banques sont plus commerciales et n'encouragent pas l'investissement. Merci à vous, cher monsieur Faux-Fabrice. 30 secondes, on sort, Jean-Moïse Boc. Moi, je milite pour la sincérité dans les échanges entre les gouvernants et les opérateurs économiques et toute la société dans sa globalité. Il faudrait à un moment donné qu'on assume des choix qu'on fait, mais qu'on ne pense pas qu'à soi, qu'on pense aussi aux autres qui sont autour. Quelqu'un me disait encore aujourd'hui que mon problème, ce n'est pas M. Biya ou le RDPC qui reste au pouvoir ou pas. Mon problème est que je puisse pouvoir avoir à manger, que je puisse pouvoir m'occuper de ma famille, de ma santé, et ainsi de suite. Et c'est la même chose que je vais suggérer ici. Notre problème n'est pas que quiconque reste au pouvoir, mais il faudrait que chaque citoyen puisse avoir, qu'on ait l'égalité de chance, qu'on ait les opportunités pour tous, qu'on puisse permettre à tous ceux qui se montrent brillants par un concept, par un projet, par une idée, qu'on puisse les accompagner. Et en les accompagnant, c'est des familles qu'on accompagne, qu'on construise de manière volontaire nos États. Merci Jean-Moïse Mbok. Merci à vous, cher monsieur du monde d'Afrique, d'avoir réagi. Toutes nos excuses pour ceux dont les contributions n'ont pas pu être relayées. Oulou Afrique, là, c'est votre tribune panafricaine sur laquelle, justement, toutes les entités ont la possibilité de s'exprimer. Une fois que je l'ai dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Retrouvons-nous lundi prochain lorsqu'il sera 21h pour d'autres aventures panafricaines sur Info TV. Bien le bonsoir. Mama